Quel est le mode d'emploi pour un aérospatial durable? Comment les industriels s'organisent pour mettre au point les solutions au profit de cet aérospatial durable? Sur ce volet opérationnel, comment s'y prennent-ils pour conduire leur propre transformation? Comment coopèrent-ils pour mettre en cohérence leurs actions respectives à court, moyen et long terme? Pendant 40 minutes, 4 invités seront à mes côtés pour apporter des réponses à ces interrogations. Pierre-Guy Amand, le directeur adjoint du Centre technique des véhicules spatiaux d'Ariane Group. Bonjour. Adrien Selvon, le responsable du développement de la filière aéronautique spatiale et défense de Bordeaux Techno-West. Bonjour Adrien. Stéphane Viala, le directeur technique de l'avionneur ATR. Bonjour Stéphane. Et en visio et donc à distance, Benoît Dieper, le fondateur et président de l'acteur du New Space Aerospace Lab. Benoît, est-ce que vous nous entendez? Benoît? Bonjour. On ne l'entend pas? Bon, on va poursuivre, on va commencer cette table ronde en attendant de résoudre ce petit incident technique. Bon, merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour ce nouveau sommet international de l'aéronautique et du spatial. Je vais commencer avec vous, Adrien. Qu'est-ce que Bordeaux Techno-West et quelle est votre raison d'être? Alors bonjour Pierrick, bonjour à tous. Donc Bordeaux Techno-West, on est la technopole de la métropole de Bordeaux. On accompagne depuis une quinzaine d'années l'innovation sur les filières technologiques du territoire. La filière aéronautique spatiale défense, on est né avec elle et on a grandi aussi avec elle ici sur le territoire de la métropole de Bordeaux. On accompagne l'innovation, les projets innovants à leur idée initiale. Donc on source aussi donc les projets innovants avec nos outils, notamment notre site internet. J'invite ceux qui ont des idées et qui souhaitent les transformer en start-up et en entreprise à venir s'y inscrire. On lance aussi des projets régulièrement et on fait des événements. On fait aussi des événements pour pouvoir relier ces idées à l'écosystème. Les projets sourcés, on les intègre ensuite dans un programme d'accompagnement qui permet de les transformer de l'idée en start-up, de start-up en entreprise. On a des outils de financement, on a des coachs, des start-up managers qui les accompagnent au quotidien. C'est 2 heures par semaine pendant 5 ans, qui permet d'acculturer le porteur de projet au métier de l'entrepreneuriat. Et ensuite, on a une deuxième mission, c'est une mission de développement économique qui nous amène à prendre ces startups en fin d'accompagnement et les installer sur le territoire, de retrouver les bons réseaux, des bonnes offres immobilières pour créer de la valeur ajoutée et de l'emploi. C'est notre mission de développement économique, une mission d'intérêt général. On a la chance pour ça de pouvoir s'appuyer sur un réseau de partenaires industriels qui notamment finance la technopole à hauteur de 40%, mais aussi à disposition des ressources humaines, technologiques, pour pouvoir transformer ces beaux projets en valeur ajoutée pour le territoire. On a très prochainement, en septembre 2023, un nouveau bâtiment qui servira d'écrin à la technopole pour la filière de phare. C'est un bâtiment qui s'appelle le cockpit. Je crois que vous avez des brochures qui sont dans les tote bags. Les partenaires industriels, on ne serait rien sans eux. Alors Ariane Group en fait partie, c'est un acteur historique. Peut-être qu'ATR en fera partie aussi. La porte est ouverte. Et donc on a aussi une mission via le côté développement économique. On est aussi une des portes d'entrée de projets innovants industriels implantés ici. Vous avez croisé tout à l'heure les gens David Pincé de Roadforce. Ça fait partie du type de projet que l'on accompagne. Et cette mission de sourcing, cette mission de prospection, on l'a fait avec la région, avec Aerospace Valley, avec la métropole de Bordeaux, à la fois l'OIM Aéroparc, mais également le service développement économique, et aussi l'aéroport de Bordeaux, avec lequel on a signé une convention très récemment, et sans oublier aussi les services développement économique des communes sur lesquelles on opère. Bon, un incubateur plus. En résumé, merci Adrien. Pierre-Guy Amand, quand on parle d'aérospatial durable, est-ce que le projet de lanceur réutilisable Thémis que vous développez est une réponse sur le sujet? Après, on ne va pas se le cacher, au départ, c'était surtout une réponse à la concurrence américaine. Mais au final, est-ce que ça permet de faire coup double, c'est-à-dire environnement et concurrence? Ok, merci Pierrick. Alors Thémis, c'est tout d'abord donc
un démonstrateur de premier étage réutilisable qui ensuite préfigure donc pour être implémenté sur une plateforme donc, opérationnelle. Oui, donc Thémis, donc ça répond pas. Je dirais que c'est une réponse au marché, avant de tout dire des Américains, aux nouveaux usages donc, du spatial pour effectivement mettre en orbite les satellites. Alors mécaniquement, donc lorsqu'on parle du premier étage, parce que sur un lanceur, c'est là où il y a le plus, je dirais, de valeur. Et donc on vise donc une réalisation de nos futurs véhicules, dont le lanceur, donc le futur lanceur de Maya Space, la filiale Ariane Group. On vise jusqu'à 50% donc de la plateforme qui sera réutilisable. Le tout avec également un moteur tout neuf qui s'appelle Prometheus. Et ce moteur-là, donc effectivement, qui est ce qu'on appelle un LOX méthane, intégré dans la réutilisation de l'étage, lui donc mécaniquement, donc lorsqu'on va réutiliser le véhicule, on répond notamment donc au fait que ce soit durable. Mais c'est donc durable, c'est une conséquence effectivement, et de façon opérationnelle. Mais ça répond donc avant tout à un besoin opérationnel. Donc c'est une des manières donc de rendre l'aérospatial durable, puisqu'ensuite on récupère l'étage, on récupère les ensembles pour les remettre donc en vol. Il y a eu les premiers essais il y a quelques jours, je crois, d'ailleurs. Alors oui, effectivement. Donc le premier essai, ce qu'on appelle le premier essai à feu, donc Prométhée, s'est tenu il y a 10 jours, donc à Vernon, dans notre établissement de Vernon, qui était un succès, sur un étage tout neuf, vraiment tout neuf, avec un moteur vraiment également tout neuf, donc qui est 10 fois moins cher que les moteurs actuels. Et de ce point de vue-là, donc ce sont des produits qui sont éco-conçus aussi. Et le tout en 18 mois. Donc c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Pour revenir sur l'aéronautique avec vous, Stéphane, il y a quelques mois, ATR a annoncé le lancement d'une étude pour développer une gamme d'avions régionaux hybrides. Alors, ma question est simple, pourquoi hybride et pas zéro émission quand on voit toute la communication qui est faite autour de cet avion vert, avion bas carbone, avion propre? Bon, merci pour la question. Déjà il faut bien resituer le turboprop dans son émission. C'est-à-dire que le turboprop régional et le turboprop en général, le fait d'avoir des hélices, fait qu'on consomme déjà beaucoup moins de carburant pour faire une même mission, puisqu'on consomme 40% de moins qu'un jet pour faire une mission identique. Et le voyage a commencé en 2018, en fait, quand beaucoup de gens disaient on peut faire un avion tout électrique, donc zéro émission, à base de batterie. Déjà, il faut faire le bilan carbone end-to-end, parce que pour fabriquer des batteries, il faut aussi quand même émettre du carbone. Et quand on regarde les trade-offs, à la fin, on se retrouve que on transporte des batteries, plus de passagers. Donc on s'est posé la question, parce qu'on a quand même 4 mégawatts, c'est-à-dire 2 mégawatts de chaque côté. On s'est posé la question, donc quel est le chemin? Donc on a regardé les trajectoires pour atteindre net zéro en 2050, qui est une trajectoire, je dirais, qu'on s'est donnée. Et quand on regarde ça, on se dit, bon voilà, il y a 60% qui va venir du SAF. Il y a 10% qui va venir du trafic et le reste qui va venir de la techno. Il faut savoir que notre mission, c'est de connecter des populations qui sont assez éloignées. C'est également d'être autonome et de servir du point à point régional. Et quand on fait le bilan de tout ça, et les études qu'on a fait, ça nous montre que, en fait, le SAF, on a volé en 2019 à 50%, on a volé cette année à 100%. On se dit, le SAF, c'est vraiment le chemin qui va nous permettre d'accélérer et d'aller vite sur la décarbonation de l'aéronautique, et en particulier de l'aéronautique régionale. Mais ça coûte cher et c'est difficile à produire. Donc, une solution, c'est de dire il faut réduire absolument la consommation. Pour réduire la consommation d'un avion et d'une machine, d'une turbomachine, eh ben, il faut réduire sa taille. Pour réduire sa taille, il n'y a pas mieux que l'hybridation. C'est-à-dire que quand on size un moteur turbomachine, il est sizé pour le take-off, la montée et la panne moteur. Si vous enlevez ces 3 points, vous vous retrouvez avec un moteur qui est plus petit et qui va consommer moins. Donc l'idée, elle vient de là, en fait, c'est de réduire absolument la consommation et réduire cette consommation pour pouvoir avoir du SAF et la complémenter par une énergie électrique à base de batterie, tout en gardant l'autonomie et en ayant un avion qui est abordable pour nos clients.
parce qu'on peut imaginer mettre toutes les technos qu'on veut. Le marché est tel qu'il faut que ça reste abordable tout en étant éco-responsable. Donc nous sommes engagés à fond sur le SAF et on va certifier pour 2025 ce qu'on appelle du drop-in, c'est-à-dire un SAF qui a un tout petit peu d'additifs mais qui ne demande pas de modifier l'avion. Et à plus long terme, 2030, à l'horizon de Evo, d'avoir du 100% SAF qui est non drop-in, puisque là, il faut modifier l'avion. Donc on s'est engagé sur cette trajectoire et on est en train de travailler avec les plus grands motoristes pour raffiner l'architecture, également regarder d'autres aspects de l'avion pour faire de l'éco-design. C'est quoi le calendrier? Est-ce que vous nous exposez un petit peu les prochains challenges? C'est quoi les calendriers? Le calendrier, nous sommes en train de travailler sur tout l'espace de design que l'on veut couvrir pour l'Evo. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de rentrer en service dans la décade, donc avant fin 2030. Et donc on a toutes les étapes aujourd'hui de raffinement, je dirais, de l'architecture autour du moteur dans un premier temps. Et après, l'année prochaine, on va commencer à entrer sur du design cabine éco-responsable également, en ayant des résines biosourcées. On travaille également pour avoir des fibres de lin, fibres de chanvre. Donc on se place vraiment dans une position où on veut adresser cette éco-responsabilité end-to-end et arriver à l'horizon 2030 avec un avion qui soit décarboné. Et si on utilise du SAF, on sera à 85% de réduction de CO2, ce qui est quand même assez remarquable. Merci Stéphane. Alors, Benoît, est-ce que vous êtes parmi nous cette fois-ci? Et est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour Benoît. Alors ça tombe bien parce que j'ai une question pour vous. J'ai donné déjà la parole aux trois intervenants qui sont avec moi à Bordeaux. Vous êtes à Bruxelles avec le commissaire Breton, donc vous êtes tout pardonné. Je le rappelle, donc vous êtes le fondateur d'Aerospace Lab et son président. Et donc vous êtes positionné sur la construction en série de SmallSat à moindre coût, mais est-ce que cette activité est compatible avec un aérospatial durable? Alors, vaste sujet. La durabilité et l'augmentation des engins en orbite, c'est en effet quelque chose de apparemment un peu paradoxal. Je pense que la question de la durabilité en orbite basse va être liée à la façon collective d'aborder la gestion du trafic spatial. Mes collègues autour de la table ici ont parlé d'aviation juste avant. Je pense que le spatial est à l'aube d'une augmentation significative du nombre d'engins dans l'espace, qui va nécessiter un partage de cet espace, que ce soit au point de vue des fréquences radio, mais aussi maintenant de l'espace physique, afin d'éviter un encombrement et une destruction de valeur par un accès limité à l'espace dû à une gestion du trafic qui serait chaotique. Très bien, merci Benoît. Alors justement, pour rester dans cette thématique, on va dire des startups avec vous, Adrien, dans un contexte de transition, mais aussi d'incertitude, au final, on le voit autour de la filière aéronautique, principalement plus que la filière spatiale, comment le tissu des startups offre des capacités d'adaptation à la filière? Sont-elles finalement des accélérateurs des transitions qu'on voit aujourd'hui dans la filière et dans le tissu économique aéro plus globalement? Alors, on va dire que la force des startups, c'est d'être des petites structures qui sont agiles, rapides, qui peuvent se positionner sur des recherches et des développements de solutions. Alors, qu'on n'opposera pas forcément aux atouts aussi des grands groupes, mais disons qu'elles partent d'une page blanche. Donc c'est plus facile d'écrire une histoire quand on parle d'une page blanche plutôt que d'avoir le poids de... Une certaine agilité en fait. Voilà, exactement. Cela dit, nous, chez TechnoWest, ce qu'on essaie de mettre aussi en place, c'est une plateforme de rencontre entre les startups et les grands groupes. Les grands groupes, mais également aussi toute la myriade de PME d'ETI qui constituent le tissu aéronautique spatial défense. On a notamment donc une plateforme qui s'appelle l'Open Innovation qui permet d'ouvrir la porte des grands groupes à des startups et aux grands groupes de venir s'alimenter en nouvelles idées, en nouvelles approches. Et on arrive à marier de cette manière l'agilité un petit peu intellectuelle. Alors je ne vais pas dire que les grands groupes ne sont pas agiles intellectuellement, c'est pas du tout le sens de mon propos. Vous pouvez prendre le micro si vous voulez réagir, Pierre-Guy. Mais en gros, voilà, ce sont des accélérateurs et des révélateurs. Les grands groupes ont, eux, une force de frappe importante en matière de ressources, de productivité, de production des solutions. Donc ce mariage, je pense qu'il est fructueux, si tant est voilà, qu'on n'oppose pas systématiquement grands groupes, start-up, PME, ETI. C'est un écosystème global et on essaie de l'accompagner au mieux.
Alors justement, Pierre-Guy, vous étiez en train de réagir, donc j'aimerais que vous partagiez ce que vous disiez, puis je voudrais vous faire vous interroger sur, on parlait du réemploi il y a quelques minutes, pour Ariane Group. Est-ce que vous travaillez aussi sur la question des matériaux biosourcés à terre, en parlait il y a quelques minutes. Chez Ariane Group, c'est aussi un sujet, et si oui, comment vous travaillez cette question, notamment sur les véhicules spatiaux? Juste avant de répondre à la question, pour ma réaction tout à l'heure, donc concernant les startups, je dirais que les startups, il faut y aller aussi à petite foulée, hein, donc, parce qu'il y a sur 10, il y en a peut-être une qui va vivre, d'une part, et d'autre part, donc, grand groupe, effectivement, on apprend à, je dirais, parler la même langue. Donc c'est pas exclusif, je dirais, donc, en national, donc, je dirais que la France, de ce point de vue-là, donc, et pas encore au trait, dans ce point de vue-là. C'est beaucoup plus mature, je dirais, donc, en Europe et encore plus donc, aux US. Bon, c'est dû aussi aux investissements privés qui sont encore peu présents ici. Ensuite, en ce qui concerne donc l'exemple des matériaux biosourcés, oui, effectivement, donc on s'y intéresse depuis longtemps. On fait de l'éco-conception, parce qu'on parle effectivement du spatial civil. Mais Ariane Group, c'est également la défense, hein, les missiles donc nucléaires dans les sous-marins. Et donc dans ces deux domaines-là, donc sur la défense et le spatial civil, donc l'éco-conception fait partie, je dirais, de nos produits. On l'a pas attendu, donc je dirais, ça fait 15 ans qu'on travaille dessus de façon d'arrache-pied. Et notamment, si vous preniez donc l'exemple des résines biosourcées, oui, donc c'est une action qui est forte, donc notamment avec le support de la région Nouvelle-Aquitaine et le corps académique ici présent. Et également des industriels tels que Rescol qui sont avec nous. Donc c'est quelque chose qui marche bien pour nos structures composites, pour nos structures de véhicules, nos plateformes. Et si on prend l'exemple de Thémis c'est complètement, je dirais, donc un étage tout neuf, donc complètement qui tient compte, je dirais, de l'ensemble des comment dire des contraintes, en tout cas des éléments de l'éco-design. On arrive à maintenir la même qualité, ou il y a eu aussi un challenge sur la qualité avec des matériaux biosourcés? Oui, absolument. Bon, les biosourcés, ça concerne principalement les composites, et les composites, donc, qui soient composites froids, par exemple, c'est complètement compatible des contraintes que l'on a donc sur nos véhicules de transport spatial. Oui, tout à fait. Et Benoît, avec Aerospace Lab, est-ce que vous aussi, comme Ariane, vous avez engagé un travail de recherche et de développement sur les matériaux biosourcés? Non, pas vraiment, parce que nos satellites utilisent des matériaux qu'on a du mal à biosourcer en Belgique et en Europe. On utilise beaucoup d'aluminium et d'électronique, donc du silicium, des terres rares et autres. Par contre, dès le début de l'entreprise, on est une entreprise qui fabrique des satellites, mais aussi on travaille sur des solutions d'exploitation de données. On est verticalement intégré de bout en bout. Et on a une balance carbone et un tracking des critères ESG qui nous motivent depuis le début. Donc l'idée, c'est, sans se voiler la face, de dire la partie actifs spatiaux, que ce soit le satellite en orbite lui-même ou les lanceurs qui nous mettent en orbite, c'est quelque chose qui est assez énergivore et dont le cycle carbone complet est quand même assez... il y a une empreinte significative dans le milieu spatial, qui est peut-être moins significative à l'échelle globale, mais néanmoins elle existe. Par contre, on a une comptabilité carbone en interne assez poussée pour être sûr que les informations qui viendront de nos satellites offset complètement cette empreinte carbone initiale de mise à poste. Très bien, merci Benoît. Pour revenir sur l'aéronautique, Stéphane, quand on attend ce futur programme EVO et qu'on a un avionneur, sur quel levier on a pour agir pour réduire l'empreinte carbone? On a un petit peu parlé des SAF tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'un avionneur peut activer pour réduire son empreinte carbone? Oui, alors tout à fait. Bon, là j'ai parlé essentiellement de la partie de la composante moteur qui est la grosse brique Evo, mais dès aujourd'hui on peut effectivement optimiser et déjà gagner des émissions de CO2. Comme je disais tout à l'heure, il y a 10% qui peut être gagné dès aujourd'hui. On a fait en 2019 un Perfect Flight où on a optimisé le chargement de l'avion et on a enlevé les contraintes du trafic aérien. En faisant ça, on a démontré qu'on pouvait gagner effectivement déjà aujourd'hui 10%. En simplifiant en fait les trajectoires, c'était ça?
en ne mettant pas de contraintes, donc en volant à l'altitude optimum en permanence pour être au l'optimum de performance de l'avion, c'est-à-dire qu'on enlève ces contraintes d'étagement des avions, et ça permet d'optimiser la trajectoire. Mais on peut également optimiser le chargement, et donc ça, c'est des messages qu'on passe aussi à nos clients pour dire on peut déjà gagner sur cet axe-là. D'autre part, avec nos partenaires, je dirais, avioniques, on travaille également sur mener à bord performance-based navigation, qui sont des façons de manager la trajectoire de l'avion de manière optimum. Et depuis maintenant un certain temps, ça fait plus de 5 ans qu'on fait de la descente continue. De la descente continue, ça veut dire qu'on n'a plus de paliers et qu'on gagne sur un trajet 3% de gain. Donc vous voyez qu'on peut déjà, on a des leviers qu'on peut déjà activer aujourd'hui à travers le meilleur management de la trajectoire. On a le projet César et NextGen qui a été mentionné tout à l'heure pour le trafic aérien. C'est une grosse étape qui va permettre effectivement, sans faire de changement à bord de l'avion, d'optimiser et de réduire l'empreinte carbone. De l'écopilotage, en résumé. En résumé, c'est ça. Et justement, pour continuer cette thématique, on va dire écologique autour de l'aéronautique, Adrien, est-ce que au sein de la pépinière, enfin en tout cas de l'incubateur que vous dirigez, il y a des startups qui illustrent ce changement de paradigme au sein de la filière? Et finalement, n'est-ce pas une obligation pour ces startups, si elles veulent avoir un espoir de percer sur le marché aujourd'hui, d'avoir la raison sociétale au cœur de leur modèle économique? Totalement. Avant de les présenter, je rebondirai sur le propos de Pierre-Guy juste avant, sur la survivabilité des startups. Nous, on a un résultat à 5 ans de 80% de taux de survivabilité. C'est grâce à vous, industriels, qui ouvrez le carnet aux startups que l'on accompagne. Ça permet d'écrire l'histoire ensemble, d'acquérir de la robustesse avec notamment des preuves de concept qui sont éprouvées avec les enjeux des industriels. Et ça me permet de rebondir sur 4 startups qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors, ils m'ont facilité la vie puisqu'ils se sont rapprochés. On a Net Carbone ici représenté par Basile. Alors, je vous inviterai, je leur demanderai de lever la main et je vous inviterai à les rencontrer sur le temps du déjeuner par exemple, ou dans le couloir sans faire trop de bruit. Donc Net Carbone qui exploite la donnée spatiale pour analyser la séquestration carbone des sols et faire des préconisations en termes de couvert végétal. Juste à côté, on a Sylph Aero, Tom, présent ici, qui développe en fait l'électrification des réacteurs avec des technologies plasma. Donc Net Carbone, on est sur la partie compréhension de notre environnement avec le spatial. Sylph Aero, on est sur la défossilisation de réacteurs finalement traditionnels. Derrière moi, je crois, il y a Philippe d'Altercraft qui a un peu plus peur, il s'est mis au fond. qui développe avec des technologies de carton alvéolaire, des remplaçants, des trolleys et des ULD, ce sont les containers que l'on met dans la soute des avions, mais qui travaille aussi, et je pense que ça vous intéressait, vous, ATR, sur de l'aménagement intérieur, du mobilier allégé pour toute gamme d'avions, notamment avions d'affaires, avions de transport régionaux. Et enfin, je garde CMP Composite pour la fin, qui est juste là-bas, Jean-Marie Ledan, qui a été mis en lumière récemment par la communauté Maël, animée par Aerospace Valley, et qui développe, donc qui a été accompagné par Techno-West, qui aujourd'hui est sur son rail, et qui développe notamment... On le rappelle, Maël est un appel à projet copiloté par la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine, pour financer des démonstrateurs d'avions légers et durables. Et leurs briques technologiques. Et donc CMP développe notamment un réservoir à forte capacité hydrogène. Alors justement, ça me permet de faire la transition avec vous, Pierre-Guy. Ariane est un gros consommateur d'hydrogène. Alors malheureusement, mais comme presque tous les acteurs d'hydrogène gris, parce qu'aujourd'hui, on le sait, la production mondiale d'hydrogène est à, je crois, 90%, si ce n'est 95% de l'hydrogène fossile, enfin à base d'énergie fossile. Alors, est-ce que vous investissez dans le champ de la production d'hydrogène vert et est-ce que vous avez quelques projets, quelques démonstrateurs qui sont déjà concrets? Ok, alors juste déjà pour remettre les choses dans le contexte, Ariane, gros consommateur d'hydrogène, bon, ok, d'accord, c'est quelques... Ne voyez pas un jugement de ma part, c'était...
Donc le transport spatial, c'est pas encore la massification de l'hydrogène. Hein. Sur une Ariane 5, une Ariane 6, on a quoi? On a 30-40 tonnes par vol pour 500 secondes du Vulcain, de fonctionnement. Donc voilà de ce dont on parle. Et 10 vols par an, donc vous faites le calcul. Sur notre site industriel de Vernon, où on accepte ce qu'on appelle donc les moteurs, donc à peu près pareil. Donc voilà, donc je dirais par rapport à l'inconscient collectif ou l'hydrogène donc dans le transport spatial, donc c'est quand même je dirais donc un usage assez presque marginal par rapport à ce qui est mentionné par ailleurs pour la mobilité donc annoncée. Donc l'hydrogène maintenant, donc effectivement, donc Ariane Group, on manipule l'hydrogène depuis à peu près 50 ans, on va dire, donc pour nos fusées. Effectivement, donc en termes d'utilisation d'hydrogène, parce que donc on travaille sur l'hydrogène effectivement à partir donc vert, ce qu'on appelle vert. Et pour ça, donc effectivement, on a des projets donc non seulement sur le port spatial, donc en Guyane, donc pour rendre l'hydrogène vert, et puis effectivement donc à Vernon c'est un peu pareil, donc on a des projets sur lesquels on est accompagné notamment par les régions, la région Normandie pour avoir un hydrogène vert, pour un emploi, je dirais, somme toute assez modeste. Donc, en revanche, ne pas sans savoir qu'on a 2 maisons mères, Airbus et Safran. Là donc on met donc dans ce cadre-là notre expertise donc pour le fameux avion hydrogène, donc pour le coup, et enfin pour lequel là on peut commencer à parler de massification, en tout cas donc pour le transport aérien. Donc ça c'est une chose. Et avec tout ce qui a trait justement donc à l'emploi de l'hydrogène, dans la mesure où c'est réalisable, où effectivement il faut avoir une supply chain qui soit complètement verte. Donc ça c'est évident. Donc oui, donc les projets existent. Donc la France accompagne le mouvement, enfin l'Europe même, donc l'Allemagne c'est pareil. Et de ce point de vue-là, donc c'est important. Mais effectivement c'est un vrai sujet. Puisque donc si on prend l'électrolyseur, on branche la prise, tout dépend d'où vient le courant. Hein. Donc l'Allemagne là-dessus n'est pas au trait, la France est plutôt avec le parc électronucléaire, on est plutôt bon, mais c'est vraiment une vraie question à se poser. Par-delà le fait de savoir faire voler un avion ou une voiture à l'hydrogène de façon utilisation massive de l'hydrogène, la supply chain donc est un point extrêmement important. Alors, je ne me voyais pas non plus parler d'aérospatial durable sans parler de débris spatiaux, notamment avec vous, Benoît. Est-ce que c'est une problématique ou en tout cas un sujet que vous prenez en compte au sein d'Aerospace Lab dans la production, la future production de vos constellations de SmallSat? Comment vous abordez ce sujet en interne? Ouais, c'est primordial de l'aborder et on s'y est mis dès le début de l'entreprise. Comme on le disait tout à l'heure, s'il n'y a pas un partage de l'espace dans l'espace adéquat, on va vers des scénarios, on a des collisions en orbite et des débris qui rendent l'environnement inhabitable pour tout le monde. Donc dès le début, on est compliant avec, en fonction des pays, une charte ou une règle plus ou moins contraignante, mais dans notre cas, on se force à être compatible avec ça. La fameuse règle des 25 ans de durée de vie en orbite après la mission, que les Américains sont en train de passer de 25 à 5 ans. Et donc, on construit des satellites dont les coefficients balistiques permettent une rentrée dans l'atmosphère et du coup une désintégration sans laisser de débris derrière eux, par design, passivement, afin d'être passivement compatible avec cette règle. Très bien, merci Benoît. Je demanderais juste, avant d'achever la table ronde, que nos petits voisins des couloirs et du fond de la salle fassent un tout petit peu moins de bruit pendant leur chuchotement. Ça sera plus agréable pour les gens sur scène et pour le public dans la salle. Alors, Adrien, dans le fond, cette quête de l'aérospatiale durable, est-ce que c'est pas un choc générationnel entre les startups et les grands groupes? J'ai entendu ce que vous m'avez dit il y a quelques minutes, qu'il ne faut pas opposer les startups et les grands groupes, mais moi je le vois dans mon quotidien de journaliste. Beaucoup de startups le disent, on n'arrive pas à travailler avec les grands groupes ou de manière très ponctuelle et sur des contrats, on va dire, symboliques, pour pas dire, mais pas importants. Donc au final, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de changer de logiciel avant tout pour justement augmenter aussi leur survivabilité, comme vous disiez tout à l'heure? Alors,
Eric, juste donc générationnel, on va évacuer tout de suite le sujet. Non, on va dire générationnel d'entreprise, voilà, mais pas générationnel au sens de l'âge. Nos start-upers, ça va de la vingtaine jusqu'à la cinquantaine. On a voilà, tout le panel, toute la pyramide des âges dans les... Un choc d'approche alors. Alors par contre, effectivement, on est effectivement confronté à à une forme de culture un peu différente de manière générale, et puis ça a déjà été dit sur d'autres tables rondes. Ici, on n'est pas forcément aux États-Unis ou au Japon, on a une culture du risque industriel. Alors déjà, on a peut-être une petite aversion au risque qui est assez prégnante dans la filière. On a aussi une forme peut-être de conservatisme qui s'est installée. On est sur une filière qui est quand même jeune. On a fêté nos 100 ans il y a très peu de temps. Mais on voit bien que ces 30 dernières années, même s'il y a des sujets de fond, d'innovation qui ont été traités, il y a encore un peu de chemin à faire pour ne pas se faire dépasser. Aujourd'hui, à un temps où on a quand même une avance qui est quand même significative, pour ne parler que du transport aérien, on a par exemple un Boeing qui traverse une crise structurelle. Aujourd'hui, on a Airbus qui est en position de force, mais cette fin du duopole crée une période un peu d'incertitude où un compétiteur pourrait se positionner. On a parlé de Comac ces derniers temps. Donc l'intérêt, l'enjeu, c'est de ne pas perdre notre place et surtout ne pas perdre de temps pour avancer sur des nouvelles technologies, tout en préservant les questions de sécurité. Donc voilà, cet enjeu aujourd'hui, il est là, c'est vraiment accélérer, prendre conscience de cela. On a aussi un tissu aéronautique qui se transforme. Guillaume Faury, je crois, hier, a parlé de 4e transformation de la filière. On a eu Augustin de Romanet aussi, le patron d'ADP, qui a évoqué une évolution dans les usages du transport aérien qui ne doit pas se traduire par... Demande de voyager moins en avion. Notamment, alors qui doit, dans son appréciation, ça ne doit pas être une tragédie existentielle. Pour ça, on va beaucoup parler d'innovation technologique pour diminuer l'impact carbone des aéronefs, du transport aérien, mais il y a aussi toute la partie usage. Si on réduit les usages du transport aérien, il faut recréer de la valeur derrière pour pouvoir pérenniser les emplois et surtout conserver les équilibres économiques pour pouvoir continuer à investir dans les aéronefs de demain. Et ça, l'innovation, elle a donc ces deux casquettes, techno et aussi usage, c'est l'innovation servicielle. Comment est-ce qu'un aéroport ou une compagnie aérienne évolue pour pouvoir implémenter ces technologies-là et continuer d'alimenter la filière? On échange beaucoup avec des projets de compagnies aériennes, de compagnies d'aviation d'affaires, dont le rôle va être de manière native d'investir tout de suite sur les biocarburants, l'hydrogène, les énergies alternatives. Donc il faut faire cette place à ces futurs acteurs et aux aéroports qui vont recevoir ces sujets-là pour pouvoir permettre aux avions qui rentrent en service dans les 10 ans à venir de trouver leur clientèle, de trouver leur place sur le marché. Alors donc, là, on parlait de transport aérien, mais c'est aussi des évolutions culturelles, notamment toute la partie spatiale, mais ça, on l'a beaucoup évoqué. Dans la partie défense, comment est-ce qu'on va aussi chercher les technos, les usages qui vont permettre de répondre autour d'expériences qu'on a récemment sur le conflit ukrainien. Et une structure comme la Technopole de Bordeaux Techno-Ouest est là pour accompagner ces transitions et puis recréer justement ces formes de valeur. Stéphane, on le voit, je vais grossir un peu le trait, mais au final pas totalement. Chaque jour, il y a des annonces autour des projets d'avions hydrogène, d'avions bas carbone, d'avions hybrides, de toutes sortes d'avions. On a l'impression que chacun mène un peu cette quête dans son coin. Et au final, l'avion zéro émission, l'avion bas carbone, est-ce que c'est un combat commun ou les projets, ou c'est un peu du chacun pour soi? Finalement, où se situe la vérité? La vérité, de toute façon, c'est on a un certain nombre de piliers technologiques à développer et ces piliers technologiques sont communs à tous les projets qui arrivent, et donc en fait tout ça va contribuer effectivement à arriver à une aviation décarbonée. Après, on peut mentionner quand même que par exemple au niveau étatique, on a le CORAC avec la DGAC et le GIFAS qui coordonnent au niveau français
toute la feuille de route de décarbonation, et ce qui fait qu'en fait, quand on voit beaucoup de projets, il y a une coordination globale pour effectivement avancer sur ces technologies ensemble. On voit au niveau européen Clean Aviation également qui va coordonner ce coup-ci au niveau européen. Et je dirais que le rayonnement sur ces nouvelles technologies qui arrivent, on parle beaucoup d'hydrogène. L'hydrogène, la question, c'est pas est-ce qu'on en aura besoin, puisque dans le futur, on en aura forcément besoin, et cet hydrogène sera commun à tout le monde. Après, la question, c'est quand est-ce qu'on saura le produire de manière verte et en quantité suffisante. Il faut voir l'hydrogène comme un moyen, un vecteur de stockage, comme une batterie. Donc l'hydrogène, que ce soit pour faire du SAF avec du P2L, Power to Liquid, parce qu'on aura besoin d'hydrogène pour faire du SAF, que ce soit pour le brûler dans le moteur ou pour l'utiliser dans les fuel cells, on aura besoin de cet hydrogène. Et donc, il faut entraîner toute la filière aéronautique, mais au-delà de la filière aéronautique, toute la filière énergétique. Et c'est ça, ce nouveau challenge qu'on a au niveau global, c'est d'arriver à aussi entraîner la filière énergétique. Et donc, toute cette coordination qui est faite, on a parlé tout à l'heure aussi de l'ICAO qui coordonne aussi au niveau mondial, avec le Corsia, avec ce genre de choses. On a je dirais, une coordination globale. Il y a beaucoup de projets, effectivement. Ce qu'il faut voir, c'est que sur ces nouvelles technologies, ça va arriver par le bas. Et on voit que ça arrive par les tout petits vecteurs, puisque effectivement, ça va être plus facile à appréhender. Ça va tirer la techno. Après, ça va arriver sur le régional. Et après, ça va arriver sur les plus gros porteurs. Donc on voit qu'on est sur une échelle de temps long. Et ça, c'est normal. L'aéronautique est sur une échelle de temps long, quoi qu'il arrive. La coordination globale est en place. Alors, vu de l'extérieur, on peut dire qu'il y a plein de projets. Tous ces projets sont quand même coordonnés autour de technos qui sont nécessaires pour tout le monde. Et il n'y a pas une techno qui va répondre à toute la problématique. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'hydrogène parce qu'il faut tirer la filière hydrogène. Il y a Ça ne la sera filière pas du cas batterie. par cas, mais presque au final. Ça dépendra du segment, ça dépendra de l'usage aussi qu'on fait de l'avion. Je pense aussi que d'un point de vue trafic, on va aller de plus en plus vers du point à point, parce qu'aujourd'hui, bon, voilà, quand on est hub-based, pour aller par exemple pour faire un Toulouse-Nice, quand on est obligé de passer par Paris, est-ce que c'est viable dans le temps? Et vous avez vu que Chalair est revenu à Toulouse avec des ATR pour faire ces liaisons transversales. Là encore, je n'oppose pas au train, parce que le train adresse, je dirais, un flot énorme de passagers sur 2 points, mais quand on est sur du transverse, l'avion a sa légitimité. Et en termes de CO2, je vous encourage à aller voir des études qui ont été faites qui montrent effectivement qu'un avion régional et un train, en termes de CO2, c'est pas forcément l'avion qui pollue le plus. On regardera ça de près. Merci Stéphane. Benoît, pour revenir avec vous sur le spatial, pour ce qui est des applications notamment, vous souhaitez, et je vous cite, renforcer la prise de décision durable dans tous les secteurs. Fin de citation. Qu'entendez-vous par là? Compliqué de faire un tour exhaustif de la réponse, mais en gros, ça a apporté de l'information privilégiée, plus rapide, plus précise et plus abordable, afin de pouvoir prendre des décisions optimisées. Tout à l'heure, on parlait d'avions qui avaient un copilote intelligent afin de le faire naviguer dans des altitudes avec des profils montée-descente qui optimisaient son rendement. Ici, c'est un peu la même histoire, mais pour l'activité humaine au sens large. Donc, je veux dire, si vous avez une certaine transparence et une vue complète sur les ressources dans le monde et les flux logistiques associés à ces ressources, il y a des décisions qui peuvent être optimisées, et du coup, de l'efficience, de la pollution en moins, et de la marge de croissance pour les acteurs économiques impliqués. Mais l'idée d'avoir au final un impact environnemental positif, forcément, dans chaque projet accompagné. Forcément. Ça sera il y aura un choix dans les projets que vous accompagnerez avec Aerospace Lab? Non, en fait, on est dans une situation un peu luxueuse en termes de choix de projet, parce que ce qu'on voit, c'est une convergence d'intérêts. L'efficience amène une efficience carbone, par exemple d'un point de vue logistique ou d'un point de vue ressources à déployer afin de produire de la valeur. Et cette efficience, en général, carbone, est aussi valorisée par les marchés financiers. Donc, dans l'état actuel des choses, on n'a pas de choix éthique à faire entre l'argent ou le climat. On est vraiment en convergence sur cet aspect. Et une dernière petite question pour vous, Benoît. Où vous en êtes dans le déploiement de vos SmallSat? Vous avez déjà des satellites en orbite, ou c'est quoi un petit peu le calendrier pour vous? Alors, l'entreprise a commencé il y a 4 ans et demi environ. On a un satellite en orbite depuis 1 an et demi. Et puis, l'année prochaine est assez chargée parce qu'on en a une dizaine qui partent
dans les 12-18 mois qui arrivent. Très bien, merci Benoît. Pierre-Guy, vous aurez l'honneur de la dernière question de cette table ronde. Alors, on a parlé des lanceurs, on a parlé des moteurs réutilisables, on a parlé de matériaux biosourcés. Au final, quelles conséquences ça a sur votre supply chain? On a l'impression que la supply chain du spatial ressemble de plus en plus à la supply chain de l'aéronautique. On n'est pas encore dans le MCO, donc l'aéronautique. On parle du MCO dans la défense. Hein. Pour nos missiles, on fait du MCO, donc, notamment à l'ouest de la France. Là. Pour le spatial, typiquement, le transport spatial, pardon. Donc, il faut juste remettre les choses dans le contexte. On manipule des énergies considérables, des puissances considérables, donc ce qui fait que, je dirais que les degrés de liberté dans supply chain sont plus limités, on va dire, qu'ailleurs. Ça, c'est une première chose. Ensuite, dans la réutilisation en tant que telle, effectivement, on cible d'avoir des moteurs qui puissent voler entre 12 et 20 fois. Bon, ça, c'est la première cible, ce qui est déjà une perfo, hein. Parce qu'on parle de plusieurs centaines de kilonewtons de poussée, hein, donc c'est des choses qui sollicitent beaucoup les choses. Ça, c'est pour, on va dire, le volet propulsion. Le volet avionique est vraiment clé également, parce que lorsqu'on parle de réutilisation, on revient sur Terre. On fait ce qu'on appelle un DRO, un downrange operation, et les DRO, effectivement, sollicitent des avioniques qui sont sophistiquées, de contrôlabilité, notamment de la propulsion des moteurs. Et de ce point de vue-là, effectivement, donc on se rapproche aussi, donc on développe avec les partenaires, donc des nouveaux partenaires dans ce domaine-là de l'avionique, donc des avioniques dites modulaires, hein, qui existent par ailleurs, hein, peu sur nos véhicules. Et de ce point de vue-là, donc on revisite la supply chain, nos cycles de vie également complets, la liste de cycles de vie qui était mentionnée tout à l'heure. Voilà, donc on est vraiment dans je pense pas un changement de paradigme, mais on effectue actuellement sur la décennie en cours un gros pas dans ce domaine. Merci Pierre-Guy, merci à vous quatre d'avoir accepté l'invitation de la tribune. Merci pour la qualité de vos interventions. On va achever la séquence environnement de notre journée avec dans quelques instants le témoignage d'André Hubert-Roussel, le CEO d'Ariane Group, pour une interview sur la politique spatiale face au changement climatique.